J'ai toujours été un homme d'habitude. Mon service de nuit chez Patterson Logistique commence à 22 heures précises, et à 2 heures du matin, je suis profondément plongé dans le rythme qui m'a soutenu pendant 3 ans. L'entrepôt bourdonne d'une efficacité tranquille, de systèmes automatisés, de routiers au loin qui prennent un café. C'est un travail honnête qui maintient la chaîne d'approvisionnement de l'Amérique en mouvement pendant que la plupart des gens dorment. Vanessa avait l'habitude de plaisanter en disant que j'étais un peu vampire, m'épanouissant dans ces heures sombres. Elle m'appelait son oiseau de nuit quand je me glissais dans le lit à 7 heures du matin alors qu'elle se préparait pour le travail. Nous avions établi nos rythmes au cours de nos 2 ans de mariage, et ils semblaient solides, prévisibles, sûrs. C'est pourquoi l'appel de 2 heures du matin m'a paru naturel au début. Nous avions développé cette routine, un petit appel pour prendre des nouvelles pendant ma pause. D'habitude, elle était somnolente mais chaleureuse, me racontant sa journée ou partageant une pensée idiote. Je me suis installé dans la salle de pause avec mon café et j'ai composé son numéro. « Salut, ma belle. Comment va mon insomniaque préféré ?» Sa voix est parvenue, essoufflée, surprise. « Adam. »« Oh, salut. J'étais juste. » J'étais dans la salle de bain. Quelque chose dans son ton m'a fait tiquer. En 2 ans d'appel à 2 heures du matin, Vanessa n'avait jamais semblé essoufflée après un passage aux toilettes. Il y avait de la panique là-dedans, une nervosité qui ne correspondait pas à la femme endormie que je connaissais. « Tout va bien ? Tu as l'air à bout de souffle, ai-je demandé. « Oui, non, je vais bien. Je n'arrivais juste pas à dormir, alors je faisais quelques étirements, du yoga. » Elle a ri, mais c'était un rire forcé. « Comment se passe le travail ? » Nuit chargée. Je me suis surpris à étudier la salle de pause vide. Mon esprit cataloguait automatiquement les bizarreries. Vanessa détestait le yoga. Elle avait essayé des cours quand nous nous sommes mariés. Elle s'en était plainte sans cesse, et n'en avait plus jamais parlé. Pourquoi se mettrait-elle soudainement à faire des étirements à 2 heures du matin? Un jeudi soir standard. Johnson est en vacances, alors je fais double service. J'ai gardé une voix décontractée, mais quelque chose changeait en moi. Tu es sûr que tu te sens bien? Je suis parfaite, chérie. Vraiment, juste fatiguée. Un autre rire, plus contrôlé. Tu devrais te concentrer sur ton travail. Je vais essayer de dormir un peu. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu. La communication a été coupée et je suis resté à fixer mon téléphone. 24 mois de mariage et je n'avais jamais entendu Vanessa parler comme ça. Essoufflée, oui, mais pas à cause du yoga. Il y avait autre chose. De la culpabilité. Comme quelqu'un pris en train de faire quelque chose qu'il ne devrait pas. J'ai essayé de chasser cette idée, retournant à mes rondes dans l'entrepôt, mais le sentiment m'a suivi entre les étagères imposantes. Un doute lancinant que je ne pouvais pas chasser. J'avais appris à lire les schémas dans ce métier. Quel fournisseur livrait en retard, quelle facture ne correspondait pas au manifeste. Les détails comptaient. De petites incohérences pointaient généralement vers des problèmes plus importants. À 4 heures du matin, je rejouais la conversation, et d'autres détails ont fait surface. Au cours du mois dernier, Vanessa avait été différente, plus attentive à certains égards, posant des questions détaillées sur mon emploi du temps, quand je serais à la maison, si je pourrais prendre des heures supplémentaires. Elle avait commencé à prendre des douches plus longues, à passer plus de temps sur son apparence, et notre intimité physique avait changé, moins spontanée, plus programmée, comme cocher une case plutôt que de créer un lien. Il y a 3 semaines, elle avait mentionné vouloir redécorer le salon, la semaine dernière, la chambre, de nouveaux rideaux, s'éclaircit la gorge peut-être des meubles. Quand je l'avais interrogée sur la dépense, elle avait balayé la question d'un revers de main, disant qu'elle avait économisé sur son salaire. Mais c'est moi qui gérais nos finances. Je savais exactement de combien de revenus discrétionnaires nous disposions. Le soleil se levait lorsque j'ai terminé mon service. Mon téléphone affichait 3 textos manqués de Vanessa, tous envoyés vers 3 heures du matin. Désolé si j'ai semblé bizarre au téléphone. Je me sens juste agité ce soir. Hâte de te voir. J'étais marié depuis assez longtemps pour reconnaître la surcommunication comme un signe de culpabilité. Quand elle avait cabossé mon camion, elle avait envoyé une douzaine de textos explicatifs avant même que je voie les dégâts. Quand elle avait oublié la facture d'électricité, elle avait préparé une présentation complète.
La réaction naturelle de Vanessa lorsqu'elle se sentait mal était de m'inonder de mots. Assis sur le parking, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. Des accusations sans preuve ne feraient que lui donner le temps de concocter de meilleurs mensonges. Au lieu de cela, j'allais vérifier ce que j'espérais ne pas être vrai. La maison semblait paisible dans la lumière du matin. Notre petite cour, parfaitement entretenue. Les volets bleus que Vanessa avait insisté pour peindre, toujours vifs et accueillants. C'était censé être notre première maison, où nous commencerions notre famille. Nous essayions de concevoir un enfant depuis 6 mois, planifiant tout soigneusement, parlant de convertir la chambre d'amis. Maintenant, je me demandais si elle avait aussi fait semblant à ce sujet. La phase de recherche a consumé mes heures de repos pendant la semaine suivante. Pendant que Vanessa dormait, j'étais assis dans la chambre d'amis avec mon ordinateur portable, plongeant profondément dans la technologie de surveillance. Amazon est devenu mon professeur. Les avis des clients, mon manuel. J'ai tout appris sur les caméras sans fil, le stockage sur le cloud, la détection de mouvements, les capacités de diffusion en direct. Chaque description de produit me donnait l'impression d'acquérir des outils chirurgicaux que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. La psychologie était la partie la plus difficile. Je me préparais à documenter la destruction de ma propre vie, à devenir le réalisateur d'un film que je ne voulais désespérément pas voir. Mais la recherche méthodique me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, autre que la certitude croissante que mon mariage était déjà terminé. J'ai opté pour 4 caméras sans fil, assez petites pour être cachées, mais assez puissantes pour capturer des vidéos claires en basse lumière. Dans le salon, derrière un cadre photo avec une vue dégagée sur le canapé et la porte d'entrée. Dans la chambre, dissimulée dans le réveil sur ma table de chevet. Vanessa ne touchait jamais ce côté. Dans le couloir reliant la chambre au reste de la maison. Dans la cuisine, cachée parmi des bouteilles décoratives au-dessus du réfrigérateur, avec vue sur la porte arrière. Les caméras enverraient automatiquement les enregistrements vers un stockage cloud et je pourrais regarder les flux en direct depuis mon téléphone. Si rien ne se passait, je les retirerais et j'essaierais de reconstruire la confiance. Si quelque chose se passait, j'aurais une preuve irréfutable. L'installation a eu lieu pendant les heures de travail de Vanessa, alors que j'étais censé dormir. Chaque placement de caméra exigeait d'imaginer des scénarios auxquels je ne voulais pas faire face. Ma femme faisant entrer un autre homme dans notre maison, notre chambre, la vie que nous avions construite ensemble. La caméra de la chambre a été la plus difficile à positionner. Je devais considérer les angles, l'éclairage, ce que je pourrais exactement avoir besoin de documenter. Les aspects techniques m'ont aidé à rester détaché, traitant cela comme un problème de travail complexe plutôt que comme la fin potentielle de mon mariage. Pendant ce temps, le comportement de Vanessa continuait de changer d'une manière que ma nouvelle paranoïa amplifiait. Elle avait commencé à poser des questions sur mon horaire de travail. Pas seulement à quelle heure je serais à la maison, mais si je pourrais rester tard, si Patterson avait des services le week-end, si j'avais appris à mieux connaître mes collègues. Son intérêt semblait calculé plutôt que bienveillant. Elle avait aussi développé une amitié soudaine avec notre voisin Marcus. Marcus vivait à 3 maisons de la nôtre. Un entrepreneur divorcé dans la fin de la trentaine qui avait emménagé dans le quartier il y a environ 1 an. Je l'avais aidé à déménager des meubles à son arrivée. Il semblait correct, gardait sa cour propre, saluait poliment quand nous nous croisions. Mais au cours du dernier mois, sa présence était devenue prédominante dans les conversations de Vanessa. Elle avait mentionné nonchalamment, Marcus a proposé de jeter un œil à cette rampe qui bouge sur la terrasse arrière. Une simple réparation pourrait nous éviter d'appeler un homme à tout faire. Puis c'était, Marcus pense que nous devrions tailler ces buissons envahissants. Il a tous les bons outils. Et, Marcus a mentionné que sa réduction d'entrepreneur pourrait aider pour la rénovation de la salle de bain. Marcus. 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 Toujours présenté comme une aide pour nous faire économiser de l'argent ou améliorer notre maison. Toujours mentionné quand j'étais clairement fatigué, trop distrait pour des questions de suivi. Toujours présenté comme des solutions pratiques plutôt que des interactions sociales. J'ai commencé à remarquer son camion en rentrant à la maison. Un Chevrolet Silverado bleu foncé, généralement garé dans la rue plutôt que dans son allée. Parfois là à 7 heures du matin quand je rentrais, parfois non. Je me disais que les entrepreneurs avaient des horaires irréguliers. Mais la présence du camion a commencé à ressembler à un compte à rebours. Les caméras ont été activées un mardi matin,
une semaine après cet appel téléphonique suspect. J'ai testé chacune d'entre elles depuis la salle de pause de Patterson, regardant des pièces vides à travers l'écran de mon téléphone. La qualité de l'image était excellente, la détection de mouvements sensibles, mais pas trop. Tout fonctionnait parfaitement, ce qui, d'une certaine manière, me faisait me sentir encore plus mal. J'étais prêt à documenter tout ce qui se passait, mais j'espérais toujours avoir tort. Le même mardi après-midi, Vanessa a envoyé un texto inhabituellement détaillé sur sa journée. Course après le travail, puis chez sa sœur pour l'aider à trier des vêtements de bébé. Elle serait probablement à la maison vers 20h, ce qui lui laisserait le temps de préparer le dîner avant mon service. Le message ressemblait à un alibi livré à l'avance. J'ai répondu nonchalamment, mais quelque chose s'était cristallisé. Vanessa n'avait jamais aidé volontairement sa sœur avec les affaires de bébé. Elle trouvait le processus écrasant et évitait généralement ses conversations. Sa sœur vivait à 20 minutes, et Vanessa se plaignait toujours du trajet. Pourquoi se porter soudainement volontaire pour une activité qu'elle redoutait normalement? Pendant les 10 jours suivants, j'ai vérifié les flux des caméras à chaque pause au travail. Maison vide, maison vide, maison vide. Une partie de moi a commencé à se détendre, se demandant si la paranoïa n'avait pas pris le dessus sur le bon sens. Peut-être que Vanessa faisait vraiment du yoga. Peut-être que son amitié avec Marcus était vraiment innocente. Peut-être que j'étais en train de détruire mon mariage avec des soupçons sur rien. Rien. Mais une autre partie, celle qui avait appris à lire les schémas dans les manifestes d'expédition, savait que j'attendais que les données confirment ce que je soupçonnais. En logistique, les problèmes s'annoncent rarement de manière dramatique. Ils apparaissent comme de petites divergences qui s'accumulent avec le temps jusqu'à ce que le schéma devienne indéniable. J'étais presque sûr que mon mariage suivrait le même schéma. La notification est arrivée à 23h47 un jeudi soir, exactement 2 semaines après l'installation des caméras. Mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement de la caméra de la porte arrière, et mon estomac s'est noué. J'avais vérifié les flux de manière obsessionnelle, regardant des pièces vides, et commençant à me convaincre que la paranoïa avait eu raison de moi. Maintenant, en fixant l'alerte, j'ai réalisé que j'avais espéré avoir tort. J'ai ouvert l'application de la caméra dans la salle de pause de Patterson, entourée des bruits familiers du service de nuit. Des chariots élévateurs au loin, des convoyeurs automatisés, la machine à café qui ne fonctionnait jamais correctement. La caméra de la porte arrière montrait Marcus entrant dans ma maison avec ce qui ressemblait à un double des clés. Il se déplaçait avec une familiarité désinvolte, non pas comme s'il s'introduisait par effraction, mais comme quelqu'un qui était à sa place. Il a accroché sa veste au porte-manteau près de la porte, le même crochet où j'accrochais la mienne chaque matin. La caméra du couloir l'a filmé se dirigeant vers le salon. J'ai changé de flux pour le regarder s'installer sur notre canapé. Il n'était ni nerveux ni furtif. Il a pris la télécommande, a commencé à naviguer sur Netflix comme s'il vivait là. L'horodatage indiquait 23h51. Il me restait encore plus de 7 heures de service. Mes mains étaient stables lorsque j'ai ouvert WhatsApp et créé un nouveau groupe. J'avais planifié cela depuis des semaines, depuis l'installation des caméras. Si je devais exposer la trahison de Vanessa, cela devait être complet, indéniable et permanent. Une confrontation pourrait être démentie par la suite. Des preuves privées pourraient être écartées, mais un public en direct rendrait tout réel et durable. J'ai commencé à ajouter des contacts. Les parents de Vanessa, ses 2 sœurs, son frère, sa tante Linda, qui adorait les commérages familiaux, son oncle Bob, qui l'avait conduite à l'hôtel, ses cousins des 2 côtés, tous ceux qui comptaient dans son monde, tous ceux dont l'opinion lui importait. Tous ceux qui la jugeraient pour ce qu'elle était sur le point de faire. J'ai intitulé le groupe « Soirée cinéma en famille » et j'ai mis en description « Diffusion spéciale en direct ce soir ». Vous ne voudrez pas manquer ça. La caméra de la chambre s'est activée à minuit 3. Vanessa est apparue vêtue d'un peignoir en soie que je n'avais jamais vu. Noir, d'aspect cher, clairement acheté pour cette occasion. Elle n'était pas surprise de voir Marcus. Elle n'a pas sursauté ni agi de manière coupable. Elle a marché directement vers lui, s'est installée dans ses bras et l'a embrassé avec une passion que je n'avais pas vue chez elle depuis des mois. Elle a murmuré, « Tu m'as manqué. Je déteste attendre toute la journée pour ça. » Marcus a répondu, ses mains s'affairant déjà à la ceinture de son peignoir. L'attente en valait la peine. Ton mari travaille ce soir jusqu'à 7 heures. Nous avons tout le temps qu'il nous faut.
La désinvolture m'a frappé plus durement que la trahison physique. Ce n'était pas une faiblesse ou une erreur récente. Ils étaient à l'aise, familiers avec la routine, discutant de mon horaire de travail comme d'un détail logistique dans leur liaison en cours. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits avais-je passé à charger des camions pendant qu'un autre homme était dans mon lit avec ma femme? J'ai lancé la diffusion en direct à minuit 7, juste au moment où Vanessa entraînait Marcus dans notre chambre. Le groupe WhatsApp comptait déjà 12 membres en ligne. Des noctambules vérifiant leur téléphone avant de se coucher. Un timing parfait. Le flux a commencé avec Vanessa et Marcus à l'écran et la conversation de groupe a immédiatement explosé. C'est quoi ça? C'est Vanessa? Qui est cet homme? Oh mon Dieu, c'est en direct? Vanessa, qu'est-ce que tu fais? D'autres membres de la famille ont rejoint alors que les notifications retentissaient sur leur téléphone. Tante Linda tapait furieusement. Oncle Bob envoyait des émojis de visage choqué. La mère de Vanessa envoyait des messages de plus en plus frénétiques. Réponds à ton téléphone tout de suite, et, qu'est-ce qui se passe, et, j'appelle ton père. J'ai regardé à travers mon téléphone ma femme avoir des relations sexuelles avec un autre homme pendant que toute sa famille élargie regardait en temps réel. Les commentaires continuaient d'affluer. Dégoût, choc, indignation, incrédulité. Sa plus jeune cousine a demandé si c'était une blague de mauvais goût. Sa sœur a exigé de savoir où j'étais, si je savais ce qui se passait. 26 personnes regardaient à minuit 30. La caméra de la chambre capturait tout en détail. Pas seulement la trahison physique, mais une intimité émotionnelle qui faisait plus mal que le sexe. La façon dont Vanessa touchait le visage de Marcus, riait à quelque chose qu'il murmurait, bougeait avec lui comme s'ils avaient fait ça de nombreuses fois auparavant. Ce n'était pas juste une tromperie. C'était une relation. Marcus a dû entendre le téléphone de Vanessa vibrer avec les notifications WhatsApp car il lui a demandé de le mettre en silencieux. Elle a tendu la main vers sa table de chevet, a vu le flot de messages, et j'ai vu son visage changer alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Elle s'est redressée brusquement, lisant la conversation de groupe, sa peau devenant pâle, même dans la faible lumière de la chambre. Oh mon Dieu, Marcus, on nous regarde. De quoi tu parles? Ma famille, ils peuvent nous voir. Il y a une caméra quelque part. Elle regardait frénétiquement autour d'elle maintenant, la panique faisant trembler sa voix. Quelqu'un diffuse ça en direct. Mes parents, ma mère regarde ça. Ils ont passé 10 minutes à chercher frénétiquement, Vanessa pleurant hystériquement pendant que Marcus vérifiait chaque recoin. Le chat de groupe était passé à 31 spectateurs, les membres de la famille partageant le lien du flux, tout le monde essayant de digérer ce dont ils étaient témoins. Le père de Vanessa avait rejoint et envoyé un seul message. Fais tes valises. Ne rentre pas à la maison. Je n'ai rien ressenti en regardant leur panique. Ni satisfaction, ni regret, ni colère. Juste un froid sentiment d'accomplissement. Comme finir un inventaire complexe et trouver que tous les chiffres s'équilibrent parfaitement. Tout s'expliquait maintenant. Toutes les petites incohérences, les changements de comportement, les conversations suspectes. Tout prenait son sens dans le contexte d'une liaison de plusieurs mois menée dans ma chambre pendant que je travaillais de nuit pour soutenir notre avenir. À minuit 45, Marcus avait trouvé la caméra dans mon réveil. Il a tenu le petit appareil devant son visage, ses expressions passant de la panique à la rage alors qu'il réalisait que quelqu'un avait planifié cette exposition. Quelqu'un avait installé une surveillance et attendu exactement ce moment pour les détruire tous les deux. Je quittais déjà le travail, disant à mon superviseur que j'avais une urgence familiale. Le flux en direct est resté actif pendant que je rentrais chez moi par des rues vides, 34 personnes regardant Vanessa avoir une dépression complète pendant que Marcus essayait de comprendre leur prochain mouvement. Je me suis garé dans mon allée à 1h23 du matin. 37 personnes regardaient alors que je franchissais ma porte d'entrée. Le camion de Marcus avait disparu de notre rue le temps que je traverse la maison, éteignant les caméras et mettant fin à la diffusion en direct. 39 personnes avaient assisté à la destruction complète de mon mariage, et le groupe WhatsApp explosait encore de messages quand je l'ai finalement mis en sourdine. Le mal était fait, complet et permanent. À l'ère numérique, la honte devient éternelle. Vanessa était assise sur notre lit quand je suis retourné dans la chambre, encore entièrement vêtue, son téléphone face contre la table de chevet comme si elle ne pouvait supporter de voir plus de messages. Ses pleurs s'étaient arrêtés,
remplacé par le choc aux yeux vides de quelqu'un qui digère une perte catastrophique. Elle a levé les yeux vers moi quand je suis entré et je l'ai vu calculer s'il lui restait des cartes à jouer. Adam, s'il te plaît. Pouvons-nous en parler en privé? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les statistiques du flux. De l'intimité? 39 membres de ta famille viennent de te voir avec un autre homme. Ta cousine Jessica l'a enregistré et l'a posté sur Facebook avant que je puisse arrêter la diffusion. Ton intimité a pris fin au moment où tu l'as fait entrer dans notre chambre. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. Il y a une différence. Je me suis assis sur la chaise en face de notre lit. La même chaise où j'avais plié le linge pendant qu'elle me parlait de sa journée. Où je l'avais regardé se préparer pour le travail. Où j'avais prévu de m'asseoir pour nourrir notre futur bébé. Depuis combien de temps, Vanessa? Est-ce que ça a de l'importance maintenant? Ça en a pour moi. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant ses mains. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. 6 mois. Ça a commencé quand tu faisais ces heures supplémentaires au printemps. 6 mois. Un quart de notre mariage. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour constituer nos économies pour les améliorations de la maison qu'elle ne cessait de demander, elle utilisait ces mêmes heures pour trahir tout ce que nous avions construit ensemble. Les améliorations de la maison qui nécessitaient l'expertise de Marcus. L'argent qu'elle prétendait économiser. L'intérêt soudain pour mon horaire de travail. L'argent pour les meubles de la chambre. Le fonds pour la rénovation de la salle de bain. Où est-il vraiment allé? Des hôtels, pour la plupart. Quelques dîners. J'ai acheté des choses, a-t-elle fait un geste vague vers elle-même, signifiant probablement de la lingerie chère que je n'avais jamais vue. J'allais le rembourser. Avec quel argent? Tu comptais me quitter pour lui, n'est-ce pas? Son silence était une confirmation suffisante. Mon téléphone a vibré avec un appel de sa mère, puis de sa sœur, puis de son père. Elle ne perdait pas seulement son mari. Toute sa famille était en train de la rejeter en temps réel. Les appels continuaient d'arriver, et je les regardais réaliser que son filet de sécurité disparaissait aussi vite que son mariage. Marcus est divorcé, a-t-elle dit soudainement. Son divorce a été finalisé il y a quelques mois. Je sais. Je me suis renseigné sur lui après avoir commencé à avoir des soupçons. J'avais fait plus que me renseigner. J'avais trouvé les réseaux sociaux de son ex-femme, vu ses publications sur le fait de recommencer à sortir après l'infidélité de son mari. Elle avait publié des informations sur son schéma de tromperie il y a 2 ans. Des photos de textos, des reçus d'hôtel, tout. Tu n'étais pas sa première, et tu n'allais probablement pas être sa dernière. Le visage de Vanessa s'est décomposé alors qu'elle réalisait qu'elle avait détruit son mariage pour un homme qui avait déjà prouvé qu'il ne pouvait être fidèle à personne. Le schéma était probablement familier pour Marcus, trouver une femme malheureuse, offrir une aide pratique et une attention émotionnelle, escalader vers une liaison, puis disparaître lorsque la situation devenait compliquée. Il s'était enfui de notre maison dès qu'il avait réalisé qu'il était observé, l'abandonnant pour faire face seul aux conséquences. J'étais confuse. Notre mariage semblait routinier, et il me faisait me sentir. Je me suis levé, soudain épuisé par la prévisibilité de tout cela. Ne me sers pas le discours sur le fait de ne pas se sentir appréciée ou incomprise. Tu as fait un choix chaque jour pendant 6 mois. Tu m'as regardé dans les yeux chaque matin et tu as menti sur où tu avais été et ce que tu avais fait. Tu as planifié cette trahison tout en me demandant si nous pouvions avoir des enfants ensemble. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était ma propre mère, probablement alertée par le réseau familial étendu qui reliait nos cercles sociaux. J'ai refusé l'appel, mais l'interruption m'a rappelé que ce scandale se propageait au-delà de la famille immédiate de Vanessa. Notre église, nos voisins, mes collègues qui la connaissaient. Tout le monde serait au courant d'ici quelques jours. Tu dois faire tes valises. Ce soir, ai-je répondu. Où suis-je censé aller? Mes parents ne répondent même pas à leur téléphone. Ma sœur m'a envoyé un texto disant qu'elle ne veut plus jamais me revoir. Ce n'est plus mon problème, ai-je répliqué. Elle m'a regardé comme si elle me voyait clairement pour la première fois depuis des mois. Le mari accommodant qui avait fait des heures supplémentaires pour financer ses mensonges avait disparu. L'homme qui lui avait fait entièrement confiance avait disparu.
Ce qui restait était quelqu'un qui avait méthodiquement planifié sa destruction et l'avait exécutée avec une efficacité dévastatrice. Tu as tout enregistré. Tu as planifié tout ça. Ce n'était pas une question. J'avais besoin de connaître la vérité. Et j'avais besoin que tout le monde la connaisse aussi. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle a commencé à faire ses valises machinalement, sortant des vêtements de notre commode partagée pendant que je regardais depuis le seuil de la porte. Ses mouvements étaient automatiques, comme si elle traversait en somnambule la fin de son ancienne vie. Toutes les quelques minutes, son téléphone vibrait avec un autre message, et elle tressaillait comme si elle était physiquement frappée. À 3 heures du matin, elle avait 2 valises prêtes et se tenait dans notre salon, regardant autour d'elle comme si elle mémorisait les détails. La maison semblait déjà différente. Moins comme notre espace partagé, plus comme mon sanctuaire en train d'être reconquis. Je devrais revenir pour le reste de mes affaires. Appelle d'abord. Et viens avec un témoin, ai-je répondu. Elle a hoché la tête, comprenant que nous étions déjà en train de passer du statut de mari et femme à celui de parties hostiles dans une procédure de divorce. Les aspects juridiques seraient simples. L'adultère était toujours un motif de divorce pour faute dans notre État, et j'avais des preuves vidéo qui ne pouvaient être contestées. Je l'ai regardé par la fenêtre charger sa voiture et partir à 3h47 du matin. La rue était calme, mais j'ai remarqué des lumières allumées dans quelques maisons voisines. La nouvelle se répandait déjà dans notre petite communauté. Mon téléphone avait 43 appels manqués et plus de 200 messages textes. Je l'ai éteint et je me suis assis dans mon salon vide, entouré par le silence qui suit une tempête. Tout s'était déroulé exactement comme prévu. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en paix. 6 mois plus tard, je vivais dans une maison que je possédais vraiment, je conduisais un camion entièrement payé et je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Le divorce avait été finalisé en un temps record. L'avocat de Vanessa ne pouvait pas contester les preuves vidéo, et elle n'était pas en position de réclamer quoi que ce soit au-delà de ses effets personnels. J'ai gardé la maison, le compte d'épargne et ma dignité. Elle a gardé sa honte et une réputation qui la suivrait où qu'elle aille. La promotion chez Patterson Logistique est arrivée 3 mois après le divorce. La direction avait remarqué ma concentration accrue pendant la crise. J'ai canalisé toute mon énergie émotionnelle dans le travail, prenant des services supplémentaires et rationalisant les processus d'inventaire. L'augmentation signifiait que je pouvais payer seul les mensualités de l'hypothèque, et le poste de superviseur signifiait des services de jour. Plus d'heures de nuit, plus de questionnements sur ce qui se passait dans ma maison vide. J'avais recommencé à fréquenter quelqu'un, prudemment et sélectivement. Sarah travaillait à la comptabilité d'une autre entreprise de logistique, avait elle-même divorcé et comprenait la valeur de prendre les choses lentement. Elle appréciait ma communication directe et mon refus de tolérer la malhonnêteté sous quelque forme que ce soit. Notre relation était bâtie sur la transparence plutôt que sur le romantisme, ce qui semblait plus sain. Les retombées de cette nuit-là avaient dépassé même mes attentes stratégiques. Vanessa était devenue une légende locale, pas du genre que l'on souhaite être. La réaction de sa famille avait été rapide et permanente. Ses parents avaient déménagé en Arizona en moins de 2 mois, incapables de supporter les commérages dans leur communauté ecclésiale. Ses sœurs maintenaient un contact minimal. Son frère l'avait retiré de tous ses réseaux sociaux et refusait de l'inclure dans les événements familiaux. Les conséquences professionnelles avaient été tout aussi sévères. La nouvelle avait atteint son cabinet dentaire par le biais de réseaux sociaux qui se chevauchaient. Et bien qu'il ne puisse pas la renvoyer pour sa conduite personnelle, l'atmosphère était devenue suffisamment toxique pour qu'elle démissionne. Elle avait déménagé dans une ville à 3 heures de route, travaillant à la réception d'un petit cabinet médical et vivant dans un studio. Marcus n'était jamais revenu dans notre quartier. Son entreprise de construction s'était effondrée après que d'autres épouses se soient manifestées avec des histoires similaires. Apparemment, mes preuves vidéo avaient incité son ex-femme à partager ses propres expériences, créant un schéma qui a détruit sa réputation professionnelle. Il avait déménagé hors de l'État, laissant derrière lui une traînée de mariage ruiné. La complexité morale de ma vengeance ne m'a jamais dérangé. Je n'avais pas détruit une personne innocente. J'avais simplement révélé qui était vraiment Vanessa. La diffusion en direct n'était pas une punition cruelle, mais une justice stratégique, garantissant que sa trahison entraînait des conséquences appropriées dans notre communauté. J'avais appris de précieuses leçons sur la confiance et la vérification qui m'ont bien servi dans ma nouvelle relation. Sarah et moi partagions nos mots de passe,
nos horaires et nos comptes de réseaux sociaux sans qu'on nous le demande. Nous avions tous les deux été trahis par des personnes en qui nous avions une confiance totale. Et nous comprenions que la véritable intimité exigeait la transparence, pas la vie privée. 1 an après le divorce, j'ai reçu une demande d'amie qui m'a fait sourire. Elle venait de l'ex-femme de Marcus, accompagnée d'un message me remerciant pour les preuves qui lui avaient permis d'obtenir un arrangement favorable pour la garde des enfants et une pension alimentaire. Ma vidéo était devenue une partie du dossier juridique dans sa procédure de divorce, démontrant un schéma d'adultère qui avait coûté cher à Marcus au tribunal. L'histoire avait pris une vie propre dans notre communauté. De jeunes couples mariés l'utilisaient comme une histoire édifiante sur l'importance de l'honnêteté. Les parents la partageaient comme un avertissement sur les conséquences permanentes de l'exposition numérique. Les groupes de l'Église en discutaient comme un exemple de la façon dont le péché privé devient un jugement public lorsque la technologie croise la trahison. Vanessa m'avait envoyé un seul message 6 mois après le divorce. De brèves excuses qui ressemblaient plus à la clôture d'une transaction commerciale qu'à une réponse à la destruction d'un mariage. Je l'ai lu une fois et l'ai supprimé sans répondre. Elle avait renoncé au droit de tourner la page lorsqu'elle avait choisi Marcus plutôt que notre avenir commun. Debout dans ma maison un dimanche après-midi, regardant Sarah m'aider à installer de nouvelles étagères dans ce qui deviendrait finalement notre bureau partagé, j'ai réfléchi à la manière dont ma vie s'était complètement transformée. La vengeance n'avait pas seulement détruit mes traîtres. Elle m'avait libéré d'une fausse relation et m'avait appris à valoriser une connexion authentique plutôt qu'une routine confortable. Je n'étais pas hanté par ce que j'avais fait. J'en étais renforcé. La diffusion en direct avait été précise, proportionnée et d'une efficacité dévastatrice. Vanessa et Marcus avaient appris que la trahison moderne entraîne des conséquences modernes, que la vie privée est une illusion lorsque la confiance est violée, et que certaines personnes sont capables d'une patience stratégique qui dépasse leur capacité de pardon. La justice, avais-je appris, ne nécessite pas toujours le pardon. Parfois, il suffit de s'assurer que les actions entraînent des conséquences appropriées. J'avais transformé mon pire jour en ma plus grande victoire. Et je n'avais jamais été aussi satisfait d'une décision stratégique de ma vie. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire ci-dessous. Votre soutien aide l'algorithme à diffuser mon contenu plus largement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer de créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.